Bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode des Échos d'Arkham où nous nous concentrons sur l'année 1985, l'année à laquelle sont sortis 4 suppléments pour l'appel de Cthulhu en France, qui sont Murmure des profondeurs, À la recherche de cadavres, Terreur sur Arkham et Fragments d'épouvante. Dans la première partie d'épisode, nous vous avons parlé de Terreur sur Arkham et de Fragments d'épouvante, et nous allons continuer à décortiquer un peu les suppléments Murmure des profondeurs et À la recherche de cadavres. On va commencer peut-être par Murmure des profondeurs, qui là aussi a là aussi c'est deux recueils qui viennent de la tome. Mais alors je serais un petit peu moins sévère que sur les deux premiers, sur Meurtre à Dunwich et Retour à Arkham. Je trouve que c'est quand même de meilleure qualité, même s'il y a des défauts de conception et d'écriture sur les deux. Mais par exemple, les illustrations de couverture, les illustrations sont beaucoup plus sympas. Je ne sais pas qui est l'illustrateur, mais c'est déjà de bien meilleure qualité que Meurtre à Dunwich et Terreur sur Arkham. Moi j'avoue que par exemple le randonneur de Terreur sur Arkham, je trouve qu'il fait étonnamment moderne. Par contre, dans Murmure des profondeurs, on a classique mais efficace, un assez beau Cthulhu. En train de regarder pour l'illustrateur de Murmure des profondeurs. Ouais, il y a plusieurs illustrateurs, donc on va pas pouvoir vous dire. Mais les illustrations, au moins les illustrations de couverture, valent le coup. Après, à l'intérieur, il n'y en a pas tellement. Ouais, celle-là est assez moyenne. Par contre, il y a dans Murmure des profondeurs, il y a un assez bel encart avec d'un côté un dirigeable et de l'autre un navire à voile, là, le plan d'un navire à voile. Donc voilà, enfin vous aviez déjà, ceux qui avaient la boîte de base avaient déjà un fort beau plan de dirigeable, puisque c'était celui qui était qui faisait la couverture du guide des années 20. Mais là, vous allez enfin pouvoir réaliser votre envie profonde, votre fantasme dans Murmure des profondeurs, avec le premier scénario qui s'appelle Sur les ailes de la folie, et qui se passe dans un dirigeable. Alors forcément ça se passe un petit peu plus tard que les années 20, puisque on est obligation historique oblige, réalité historique oblige, pour avoir des ailes pleins il faut sortir des années 20, et là on est plutôt dans les années 30. En 1933 exactement. Voilà, en 1933, ce n'est pas par hasard, c'est l'accession d'Hitler au pouvoir en Allemagne, donc comme, encore une fois, on se réfère à Indiana Jones, comme dans la dernière croisade, on allait pouvoir avoir un superbe dirigeable avec une croix gammée géante sur les empennages. Et dans cette aventure, donc, on démarre en avril 1933 sur un dirigeable à bord duquel les investigateurs, spécifiquement au minimum un égyptologue, 2 détectives privés et un aviateur, doivent retrouver un papyrus qui a été volé il y a de cela plusieurs années au British Museum. L'aventure, elle débute au matin du 1er avril 1933, où les personnages doivent répondre à la demande d'un télégramme qui indique « Avons besoin de vos services pour 1 semaine, tout frais payé, prime importante, rendez-vous chambre 14 bâtiment C, à Lakehurst, New Jersey, à 10h du matin le 1er avril. Préparez-vous à voyager. » Alors, c'est une invitation au voyage fort intéressante. Au voyage en dirigeable, bien entendu. Voilà. Au voyage en dirigeable, puisque ça va être
le contenu principal de l'histoire. Alors, on n'a pas précisé, mais les 3 scénarios sont indépendants les uns des autres. D'ailleurs, ils sont pas forcément dans une continuité historique, puisque le premier, c'est vraiment 1933. Mais les 2 autres, je crois qu'on a un petit peu plus de liberté sur le temps. Alors le premier, effectivement, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il tourne vraiment autour d'une aventure dans un dirigeable. Alors, bien entendu, il y a beaucoup d'interactions, puisque la plus grosse partie, c'est quand même du relationnel avec les autres membres, les autres voyageurs et les membres d'équipage. Une petite anecdote amusante, et ça en dit long aussi sur l'époque, c'est que l'auteur du scénario a voulu, et là je cite, mettre un frein aux arsenaux ambulants, qui étaient devenus certains investigateurs de l'époque. Il a donc planté le décor dans un dirigeable surmonté d'1,4 million de mètres cubes d'hydrogène, pour éviter que du coup les coups de feu ne puissent intervenir de façon trop importante et trop abusive. Oui, donc ce que je disais, c'est que on a pas mal d'interactions avec les autres passagers et les membres de l'équipage, sachant que malheureusement, et c'est un peu le défaut de ce scénario, les autres PNJ sont, à mon avis, pas assez développés. Notamment la partie sur les autres voyageurs, je la trouve assez légère et les descriptions ont mérité d'être un petit peu plus étoffées. Donc un peu comme souvent dans les scénarios de la tome, je vous conseille de bien le lire avant et puis éventuellement de l'étoffer un petit peu. Il y a aussi des non-dits dans ce scénario qui peuvent vous surprendre. Par exemple, on a 2 membres de l'équipage, le mari et la femme, qui sont un petit peu des gens qui font l'animation sur le dirigeable. Il s'appelle Tutu et sa femme, et en fait quand vous regardez ses caractéristiques, il a une taille de 4, donc on peut supposer que c'est un nain, mais c'est jamais clairement dit dans la description du personnage. Donc effectivement, on peut supposer que l'animation est réalisée par un couple de nains. Et il y a une partie aventure aussi, mais sans scène déjà décrite. Il faudra un petit peu les imaginer, puisque il y a des surprises, même un truc assez surprenant qui vous attend dans ce dirigeable. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah ouais, c'est particulier, effectivement. Donc, préparez-vous une petite suspension d'incrédulité, mais après, pourquoi pas. Et puis, préparez-vous à épaissir un petit peu les personnages, parce que c'est assez succinct dans la description de ce scénario, où il y a quand même une part importante d'interaction, puisque c'est une enquête, même si à la fin ça peut être de l'action débridée. Mais là encore, il faut y réfléchir avant de le faire. Donc ça, c'était le premier scénario qui s'appelle Sur les ailes de la folie, et qui est suivi par un second qui commence aussi sur un dirigeable qui s'appelle Frédéric le Grand, donc voilà, qui commence en 1929. Et là, on a un scénario qui s'appelle Le vaisseau fantôme et qui tourne autour justement d'un vaisseau fantôme. Exactement, puisqu'en fait, à la suite d'une avarie, le dirigeable va devoir se poser en catastrophe sur l'eau près d'un vieux navire en bois. Et donc c'est un peu spoiler, mais voilà, un vaisseau fantôme du XVIIe siècle. Une petite originalité de ce scénario, c'est que le gardien va devoir répartir les investigateurs en 3 groupes qui auront des buts différents. C'est rigolo parce que du coup, je crois, si je ne me trompe pas, que
on pouvait intégrer quand même pas mal de joueurs autour de la table et du coup de les regrouper en groupes et du coup ces groupes-là vont avoir des missions différentes. Oui, voilà, en fait, ça tourne autour d'une histoire de vol, là aussi, et il y a toute une partie de ce scénario qui est sur la description de comment créer des personnages spécifiquement cambrioleurs ou voleurs. C'est assez développé, et puis, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était pas forcément très très utile. 2-3 pages qui servent pas à grand chose. Par contre, j'aurais aimé un petit peu plus de pages de description de ce qui peut se passer sur le bateau, parce que là encore, une idée super intéressante, mais qui pour moi manque un peu de développement, puisque c'est une idée complètement fascinante de se retrouver sur un vaisseau fantôme, quoi, et puis de voir ce qui va se passer. Mais ça manque un petit peu de développement, et puis ça manque un peu d'idée de fin, quoi. Donc vraiment une bonne base pour en faire quelque chose d'intéressant, mais qui manque de chair, en fait. Un petit peu comme le premier, d'ailleurs. Ça, c'est globalement le défaut des scénarios de cette série-là. Là, ça me remémore aussi un autre scénario qu'on a fait beaucoup plus récemment. Ça m'a fait penser un peu à un vaisseau fantôme. C'est un des scénarios qui se trouve dans le recueil Les Abominations de Petersen. Ouais. Je sais plus le nom du. Mais c'était pas un vaisseau fantôme pas du vraiment XVIIe siècle. Voilà, c'était exactement. Un petit peu plus récent. C'est plus un vaisseau abandonné, où en tout cas on ne trouve plus personne. Mais ouais, ça m'a un petit peu fait penser à ça. D'ailleurs, avant de passer au troisième, on va reprendre le thème global qui est quand même le dirigeable. Parce que ça doit être quand même une sacrée aventure. Je m'imaginais monter à bord d'un dirigeable et naviguer comme ça au-dessus en voyant un peu comme sur un bateau mais qui vole, quoi. Ouais, et je me dis, est-ce que ça existe encore? Je pense pas, mais est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui se sont dit pourquoi ça s'est arrêté le dirigeable? Ça pourrait être très exotique en fait. Ouais, en fait c'est vrai que moi je me suis toujours dit que c'est dommage que ça n'avait pas continué, mais je pense que tout simplement parce qu'il y a un risque qui est plus important que dans un avion. Et d'ailleurs, si le monde des dirigeables s'est arrêté comme moyen de transport, c'est suite à la tragédie du Hindenburg. Alors je sais plus, c'était en 1935 peut-être, dans les années 30 ou 1937, je sais plus trop, parce que c'était considéré comme un moyen de transport pas assez sûr. Mais chaque fois que je revois Batman, la série animée, je me dis c'est trop cool d'avoir des dirigeables. Et je pense qu'effectivement les dirigeables maintenant ils sont surtout utilisés comme support publicitaire. Et il y avait eu un projet il y a quelques années pour faire transporter du courrier par les dirigeables, mais ça avait été abandonné. 37, ouais, c'est ça, 6 mai 37. À Lakehurst, il parle, tu vois, Lakehurst dans le New Jersey, on en a parlé. Ouais, là d'où part, je crois que c'est dans le deuxième scénario que ça parle. Il parle de Lakehurst dans le New Jersey. Et enfin, troisième scénario, Murmure des profondeurs. Alors là, ça part là aussi, l'idée de base est super intéressante, puisque on va essayer de résoudre une énigme liée à l'histoire même des États-Unis, celle de la colonie perdue de l'île de Roanoke. Puisque c'est encore un mystère aujourd'hui. Dans les toutes premières colonies qui ont essayé de s'établir aux États-Unis, il y avait une colonie, c'était des colons anglais, si je dis pas de bêtises, qui s'était installée sur une île proche de la côte des États-Unis. Alors je sais plus exactement quel état c'est actuellement, mais plutôt au nord. Voilà, c'était en face de la Caroline du Nord. L'île de Roanoke, et la colonie a mystérieusement disparu. Tous les colons ont disparu. Alors de quoi on a retrouvé les bâtiments, mais plus les colons.
De quoi sont-ils morts? Est-ce de maladie? Est-ce de malnutrition? Est-ce qu'ils ont été enlevés par des Indiens? Des cannibales? C'est pas des cannibales, voilà. On a juste retrouvé une mystérieuse inscription marquée Croatan sur un arbre, je crois, enfin sur un tronc. D'ailleurs, il y a un autre jeu de rôle qui s'appelle Loup-garou, l'Apocalypse, qui donne une autre réponse à ce mystère. Mais là, vous faites partie d'une expédition archéologique mandatée, bien entendu, par l'université Miskatonic pour essayer de trouver des traces sur l'île de Roanoke. Alors là encore, voilà, il y a pas mal de choses à faire, il y a un petit peu de matériel. Et on se dit, c'est dommage, parce que là-dessus, on aurait pu faire un petit peu mieux, puisque l'ensemble du scénario, ça se limite à une menace qui est réellement décrite. Et puis, le reste, surtout des tables aléatoires de recherche. Donc, ça peut rapidement, sauf si le maître de jeu a prévu un début une amorce d'évolution, ça peut assez rapidement devenir une partie où on fait beaucoup de jets de dés pour savoir qu'est-ce qu'on trouve en faisant des recherches archéologiques, à quoi on utilise sa petite pelle et son petit pinceau d'archéologue. Mais ça manque de chair pour faire vraiment, puis même de description de scènes qui peuvent être horrifiantes. Donc l'idée de base très intéressante, le contenu, il y a du matériel intéressant, mais en tant que maître de jeu, si vous voulez faire une bonne partie, lisez-le bien et puis réfléchissez à comment vous voulez faire évoluer votre scénario, y compris en jetant ces foutues tables aléatoires par-dessus votre épaule. Et là, ça peut donner quelque chose d'intéressant. En tout cas, dans ces aides de jeu, il y a moi un petit truc qui m'a marqué, je trouvais ça assez original. Je ne pense pas l'avoir revu plus tard, mais il y avait des petits dessins à découper. C'est des petits éléments de décor qui permettent de pouvoir recréer le plan d'un village, ou en tout cas d'un campement. Je trouve ça assez original, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'aides de jeu à la fin de ce supplément-là. Oui, en fait, par exemple, il y a aussi deux copies de l'île, donc l'une pour donner aux joueurs, vous allez pouvoir annoter de toutes les recherches que vous faites. Alors, soit vous êtes un étudiant en archéologie, et là, vous allez vous éclater, parce que vous allez pouvoir faire une partie qui va ressembler à une vraie campagne de fouilles archéologiques, soit vous êtes peut-être un peu plus dirigiste, et à ce moment-là, il faut réfléchir un petit peu à des évolutions pour pas se dire ça ne sera intéressant que quand je ferai tel tirage sur ma table aléatoire. Donc ça, c'est un peu le défaut de ce scénario dont l'idée de base est super intéressante et puis qui peut vraiment passionner des gens qui connaissent l'histoire, mais dont le développement, dont la chair est un peu moins bien, quoi. Alors on passe à la recherche de Kadath. Alors à la recherche de Kadath, c'est encore un supplément de la tome, un Theater of the Mind Enterprise. C'est une mini-campagne et un scénario en supplément qui n'a pas de rapport direct avec cette mini-campagne. C'est une campagne qui va débuter le lundi 9 avril 1923 dans une salle de lecture, celle de la bibliothèque universitaire, où les personnages joueurs sont rassemblés quand l'un de leurs camarades débarque avec un journal sur lequel apparaît une photo étrange, ainsi qu'un article sur l'agression d'un policier au bras arraché. Ce même bras serait resté dans les airs plusieurs minutes, photo à l'appui. Contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre,
cette campagne n'a aucun rapport avec les contrées du rêve, puisque Kadat, ça va simplement être le nom des ruines turques dans lesquelles va se terminer cette campagne. Ce que j'ai trouvé intéressant alors, je ne l'ai pas joué, mais en lisant le supplément, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'il y avait pas mal de conseils pour créer un étudiant de l'université Miskatonic à Arkham. Aujourd'hui, nous, en tant que joueurs, on a quand même pas mal joué d'étudiants, on a fait une campagne avec des étudiants, on peut les recroiser assez régulièrement parce que c'est des personnages qu'on peut faire évoluer entre guillemets assez facilement, qui sont assez intéressants sur la durée quand on fait des campagnes, et que du coup là on a un supplément qui nous propose déjà en 1985 des conseils et des choses pour pouvoir créer un étudiant. Alors on a par exemple, on va y trouver des règles spécifiques pour les petits jobs qu'on va avoir à côté de l'école. On va avoir des conseils comment se faire de l'argent de poche, les tenues qu'on pouvait adopter en fonction de la classe sociale qu'on avait. Et du coup ça peut avoir aussi un impact sur ce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si à l'époque c'était le cas, je crois pas, mais on a aujourd'hui c'est pas vraiment la compétence mais la caractéristique influence, c'est pas influence, crédit. Bah, voilà. Mais on l'avait déjà à l'époque, alors du coup je crois que ça me dit quelque chose. Ouais, mais elle n'avait pas tout à fait cette signification. Alors c'est exact, il y a cette partie-là. Moi j'avais un peu oublié parce qu'en fait depuis il y a eu 3 scénarios ou suppléments qui ont permis, qui ont développé cette idée de création de personnages étudiants. Et honnêtement, je trouve pas que ça soit la recherche de Kadat qui est le plus intéressant pour ça. Ouais, non, c'est sûr. Puisque après, on a eu Arkham, où il y avait déjà cette idée qui était proposée. Et puis surtout l'université du Miskatonic, où là, c'est vraiment une idée, c'est majeur. Il y a tout un chapitre là-dessus. Et c'est beaucoup plus développé. De toute façon, là on est sur quelque chose qui était vraiment les prémices de ce qui allait se passer par la suite. Mais en tout cas, ça donne quelques pages intéressantes pour l'époque. Mais déjà, dans les mystères d'Arkham, il va y avoir des différences déjà dans rien que sur le plan du campus, ça va être différent quelques années plus tard. Donc, mais bon, en tout cas, ça avait le mérite d'exister du coup à la deuxième année presque de la création du jeu, c'était quand même pas mal. On va trouver aussi un listing, 3 pages de listing sur les différents cours avec les noms des professeurs et les horaires. C'était déjà assez détaillé en fait, hein. Il y avait quand même quelques trucs. Mais bon, ce sera là encore, c'est des choses que vous retrouverez dans l'université de Miskatonic plus développée. Et en plus, avec je dirais l'université de Miskatonic est plus canon puisqu'on retrouve des noms qu'on va retrouver dans les nouvelles de Lovecraft et de ses affiliés. Alors moi j'avoue, j'avais acheté à la recherche de Kadat à l'époque, et c'est une de mes plus grosses frustrations sur le jeu, parce que c'est vraiment une mini-campagne que j'ai rêvé de faire jouer, mais c'est un des ouvrages les plus bordéliques et mal écrits que j'ai jamais lu. Il est très très mal organisé et c'est difficile de s'en sortir. Alors il peut vous demander, ça peut être très intéressant parce qu'il y a plein de bonnes idées dedans. L'idée du début sur la photo bizarre est vachement intéressante. Ça fonctionne avec un flashback au début, puisqu'en fait ce qui est la description que vient de faire Kevin de la scène d'ouverture, la scène d'ouverture vous allez la trouver peut-être à la page 20 ou à la page 30. Enfin, il y a beaucoup de matériel qui part de tous les côtés. On parle de la Turquie, on parle une description de la Turquie qui est pas inintéressante, mais ça part un peu dans tous les sens. Il faut commencer par une scène d'introduction, et puis après vous faites un flashback sur des événements qui se sont passés quelques semaines ou quelques mois avant. C'est à la fois dirigiste et un petit peu flou.
faut lire ce scénario et s'organiser avant de le jouer. Après, moi, j'avais des tas d'idées sur comment faire jouer ce scénario, et notamment comment utiliser la contrée des rêves. On n'a pas encore beaucoup parlé de la contrée des rêves, mais ça me semblait un sacrilège de faire un scénario qui s'appelait La recherche de Calas sans qu'il y ait une partie avec la contrée des rêves. Moi j'imaginais même faire un crossover avec un autre jeu de rôle, parce qu'il y avait j'avais plein d'idées, mais ça demandait beaucoup de travail en fait, et même pour le faire jouer by the book, dans l'idée seulement du scénario, il vous faudra bosser quand même pour arriver au bout. Il y a quelques incongruités dedans, des choses un petit peu bizarres qu'il faudra préparer ou qu'il faudra lier au reste du scénario à un moment ou à un autre. Il y a quelques belles scènes d'action là aussi à préparer. Il manque des épisodes intermédiaires, je dirais aussi, entre certains passages. Je vous conseille d'enrichir, si jamais vous voulez jouer cette campagne qui peut être très intéressante. Si vous voulez enrichir, je vous conseille la lecture des chapitres sur la Turquie dans Teraktulayana, qui est un supplément beaucoup plus récent qui est sorti chez Sandy Tour il y a peut-être pas une dizaine d'années, peut-être 7 ou 8 ans, où vous avez plein de choses intéressantes sur les lieux du mythe en Turquie, donc qui peuvent considérablement enrichir votre scénario. En tout cas, ça aurait pu être un très bon scénario si c'était pas aussi bordélique. C'était sorti en 2012. Ouais, sinon, tu vois, plus d'une dizaine d'années même. Si c'était pas aussi bordélique, et lisez-le, et que ça soit un support pour votre imagination pour faire des trucs. Mais le jouer comme ça, pour moi, c'est casse-gueule, parce que vous finirez par vous arracher les cheveux, quoi. Tellement il est mal organisé et bordélique. Alors que dans l'ensemble, je dirais, c'est peut-être le meilleur livret de la tome quand même. Il y a également un second scénario qui peut se jouer à la suite du premier, mais c'est pas obligé. Il n'a pas forcément de lien, et c'est un scénario plus petit qui se passe là aussi en Turquie. Qui commence en Turquie et puis ensuite qui évolue vers la Russie. Alors là aussi, je trouve que c'est dommage qu'on ait fait un scénario qui se passe en 1923 et on ait aussi peu décrit un pays complètement exotique pour des Américains que pouvait être l'Union soviétique au début de l'ère bolchevique. Parce que là, ça manque un petit peu de développement là aussi. J'espère que ça ne vous dégoûtera pas de le jouer. Simplement, ça peut être sympa, mais il faut le travailler avant. Et donc voilà un peu pour l'année 1985. Pour résumer, on a 4 suppléments, donc un peu moins que l'année 84, avec un petit peu de recul, même beaucoup de recul. Cette année 85, est-ce que tu en as un souvenir particulier, en tout cas sur ces suppléments? Tu les avais eus, toi tu les as peut-être eus un peu plus tard. Oui, moi je les ai achetés après, et je les ai lus pour les jouer après. Enfin, d'ailleurs, j'ai finalement pas tant joué de scénario de ces suppléments-là. Et bien pour terminer, un petit peu comme d'habitude, qu'est-ce qu'on prévoit pour le prochain épisode? Déjà, j'ai une question pour toi. J'aimerais bien refaire un live Twitch. Est-ce qu'on a une idée un petit peu de ce qu'on a envie de faire? Est-ce qu'on a une date ou qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je pense à un jeu en boîte
qui s'appelle Bureau of Investigation, pour ceux qui connaissent et qui est inspiré, enfin qui est dérivé du système Sherlock Holmes. Ça pourrait être sympa. Dites-nous si ça vous branche, si vous n'avez pas pu participer au premier live. Malheureusement, l'enregistrement, en tout cas l'importation de l'enregistrement, c'est pas bien effectué, mais vous avez la première partie du live qu'on avait fait il y a quelques mois de ça, où on avait fait jouer une sorte de scénario dont vous êtes le héros, qui était un scénario contenu dans la boîte de base, qui s'appelle Seul contre les flammes. C'était plutôt, on avait passé un bon moment, donc c'est vrai que cette idée de remettre ça pourrait être sympa. Donc si l'idée de Bureau of Investigation vous intéresse, n'hésitez pas à nous en faire part, ça va peut-être nous motiver un peu plus à le préparer pour se lancer. Au-delà de ça, on avait aussi prévu pour le prochain épisode, on va fêter les 1 an du podcast, donc je pense que ça pourra faire aussi l'objet au moins d'une partie d'épisode, un peu une partie bilan sur ce qu'on a réussi à créer et où est-ce qu'on en est aujourd'hui et qu'est-ce qu'on prévoit pour la suite. En attendant ce prochain épisode, on vous souhaite de faire de bonnes parties. Jouez bien, bonne partie. Tagen. Tagen.